les camarades. C'est parti. Normalement, je vous partage les quelques slides qui vont débuter. Et après, on se mettra, si ça veut bien, quoi. Voilà. Normalement, vous êtes en... On est en diaporama, vous voyez mon diaporama ou pas? Oui. Oui. Génial. Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau TAP. Donc, TAP, ça veut dire témoignage d'alumni C'est sur leur pareil, on a parcours dit. Là, professionnel. on a des data sources différentes. Peut-être couper vos micros, Data voilà, sources, c'est combien? parce que sinon, ça fait un petit peu Ça de fait combien? bazar dans les oreilles. Donc, ce TAP, il va être un Toujours, petit c'est peu pas disponible. particulier. C'est pour moi. Non, mais on peut Jean-Pierre, est-ce que... data source, il y a un FX là qui. Ah oui. Ah bah attends, oui, d'accord. Je Ouais, coupe. je pense que tu Je as vais la main pour couper. couper J'ai le coupé. micro. Donc, ce soir, on va parler d'entrepreneuriat à impact avec quelqu'un qui sait exactement de quoi on parle. Mais avant de faire les présentations officielles avec Lucie, y compris avec une Lucie dans l'œil de Geneviève, je vous rappelle ce que sont les TAP. Donc, c'est un format qu'on a mis en place depuis maintenant 2 ans avec, entre autres, Jean-Pierre et Geneviève du côté de l'assaut des alumni, mais aussi avec l'aide de plein d'étudiants dont la plupart sont connectés. Donc, merci à tous ceux qui nous aident. Le principe, c'est d'essayer à peu près une fois par mois de faire une visio sur ce format-là, donc fin de journée, qui va permettre à des alumni de l'Institut Central Lille, donc que ce soit Centrale, ITEM, IG2I ou Chimie, de témoigner de leur parcours professionnel pour pouvoir, voilà, notamment en première intention, faire en sorte que des étudiants y trouvent de l'intérêt, des informations, une ouverture d'esprit, de l'inspiration, etc. par rapport à leur propre parcours. Et toutes les thématiques, elles sont issues des échanges qu'on a avec les étudiants, etc. Donc surtout, n'hésitez pas à profiter du chat pour nous envoyer des suggestions, soit d'intervenants, soit de thématiques pour éclairer notre programmation des mois à venir. Et puis donc le principe, c'est que systématiquement, selon la thématique, eh ben, on fasse intervenir un ou plusieurs alumni. Ce soir, on aura une alumni. Bien entendu, l'idée, c'est aussi d'avoir plein d'échanges. Donc, Lucie va vous raconter, une fois qu'on aura fait les présentations, son parcours et les points importants qu'elle a à souligner sur la thématique, évidemment. Mais surtout, ayez en tête que cette interaction, elle est possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est Jean-Pierre qui sera le modérateur de ce chat. Et vous l'avez compris, cette séquence, elle est enregistrée, donc elle sera dispo en replay pour tous vos proches, potes, collègues, moitié colocataires qui n'auraient pas pu se connecter ce soir. Voilà. Donc, on est parti et on va faire les présentations. En fait, c'est Geneviève qui va nous présenter Lucie. Oh Il là était là. une fois Lucie. Alors Lucie, je l'ai connue quand elle était en G1 parce qu'elle s'est inscrite pour un projet Biohand, un projet de prothèse de main pour les enfants de 4 ans à 6 ans. Et donc, c'est un projet où il y avait aussi Antoine Noël qu'on a vu il y a un mois, hein, dans le TAP précédent. Donc, vous voyez, tout en bas, il y a les photos. On voit bien Antoine, on voit pas très bien Lucie. Mais on voit bien Lucie, là, sur la photo où ils sont quatre. Donc, il y a Antoine Noël, Damien Bratic, Lucie et Mohamed Diallo. Donc, ce sont quatre qui sont allés présenter le projet Biohand dans un forum européen, Innovact. Le projet avait été retenu, sélectionné parmi une trentaine de projets. Voilà, et c'était un forum pour les startups innovatives, là, Innovative Startups. Alors, Lucie, dans ce projet, elle était très dynamique, très volontaire. Elle s'est chargée de la partie électronique, des capteurs myoélectriques qu'on mettait sur le bras de l'enfant. J'ai retrouvé le rapport du projet avec voilà, la description des tâches qu'avait fait chacun des membres de l'équipe. Et voilà, donc en particulier celle de Lucie. Donc vous voyez, déjà à l'époque, là, à l'école, elle était déjà dans les projets d'innovation et dans l'idée de start-up. Alors, je crois que votre projet n'a pas été retenu parce que vous n'aviez pas la volonté de réaliser tout de suite, hein, de créer tout de suite la start-up. C'est ce que j'ai Je vu crois dans... on avait gagné le concours des projets quand même. Vous aviez gagné le concours. Ouais, de l'école, ouais. Ah oui, de l'école. Alors, de l'école, oui, vous étiez arrivé en tête Ouais, avec les félicitations du jury et je me souviens qu'on avait gagné des médailles en chocolat. exactement. Oui.
me rappelle aussi. Un grand jour. Donc, vous voyez, sa vocation là d'entrepreneuse, ben, on la sentait déjà arriver. Et d'ailleurs, Damien et Antoine se sont lancés pour créer une boîte aussi par la suite. Exactement. Et Mohamed, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Il est en Côte d'Ivoire Ah, et génial. il est resté 5 ans en France pour travailler à la SNCF. Et puis maintenant, il envisage de créer sa boîte aussi là-bas en Côte d'Ivoire, une boîte de conseil. Voilà. Ouais, génial. Bon, Bon, tu peux passer, Laurence. Donc, vas-y, Lucie, je pense maintenant. ouais, avec plaisir. Bon, bah, effectivement, ça me rappelle de beaux souvenirs parce que donc moi j'étais la promo 2014 effectivement, donc ça me rajeunit pas parce que ça m'envoie 10 ans en arrière. Mais effectivement, j'ai fait donc G1 et G2 à Centrale et ensuite je suis partie en double diplôme à l'école Cranfield School of Management. Et il y en a que ça excite beaucoup. Et j'ai fait un master en Logistics and Supply Chain Management à Cranfield. Donc, c'était un master en 11 mois. Et donc, j'ai fait ma dernière année de l'école là-bas. Et ensuite, je me rappelle, j'ai rendu mon mémoire de master le 31 août et j'ai démarré le 1er septembre chez Nestlé en graduate programme. Donc, je suis restée en Angleterre après Cranfield et effectivement, j'ai été recrutée par Nestlé UK pour faire J'étais dans les usines de production et donc c'était les fameux graduate programmes où en fait on passe les 2 premières années de la boîte, on change de métier tous les 6 mois ce qui permet de faire un tour de l'entreprise et de voir différents métiers et notamment différents types de production. Donc moi, j'ai fait des usines de bouteilles d'eau en plastique, des usines de capsules de café, l'usine de Kit Kat à York et même des usines de pet food. Donc là, c'était très intense en termes d'odeur et de processus de fabrication. Mais c'était assez passionnant parce que ça m'a vraiment sorti en fait de ce que je connaissais. Moi, j'avais toujours habité à Paris puis à Lille. Et là, je me suis retrouvée dans des petits bleds au fin fond de l'Angleterre à travailler dans les usines de production directement avec une charlotte sur la tête et des chaussures de sécurité et des boules qui ess. Et j'habitais dans les logements de fonction, donc sur le parking de l'usine directement, dans des villages de 1000 habitants où il y en avait 700 qui travaillaient chez Nestle, comme ils appellent ça en Angleterre. Donc mes premières coordinations d'équipe, etc., c'est des ouvriers qui ont une cinquantaine d'années, qui ont toujours travaillé chez Nestle depuis qu'ils ont 20 ans, et où je dois gérer des équipes en anglais, en sachant à peine ce que c'est qu'un screwdriver, qui est un tournevis pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais j'ai dû apprendre tout le vocabulaire en accéléré et vraiment faire mon métier d'ingénieur directement sur une chaîne de production et apprendre énormément de choses, tout en étant... moi, j'étais responsable d'amélioration continue. Donc, l'idée, c'était comment est-ce qu'on s'assure que la chaîne tourne le plus vite possible, le moins cher possible, et vraiment que le coût marginal de chaque produit qui sort de la chaîne soit le plus faible possible. Et en fait, donc souvent, je faisais ces projets d'amélioration continue et je me rendais compte qu'en faisant tourner la chaîne le plus vite possible sur des marchés très tendus, effectivement, on optimisait la production, mais que souvent, ça provoquait plus de défauts et donc plus de déchets et que en fait, on célébrait des projets d'amélioration continue, mais qui finalement produisaient plus de gaspillage alimentaire. Et c'est là que moi, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je travaille, je mets ma vie au service de mon boulot. C'est passionnant et j'apprends énormément de choses et je sors vraiment de ma zone de confort. Mais si je fais un pas en arrière et que je regarde ce à quoi je travaille, en fait, je travaille, j'industrialise de l'alimentation et donc je rentre complètement dans un système où on ne prend pas en compte l'impact environnemental ou l'impact sur la santé des consommateurs et on est uniquement dans des KPIs d'amélioration de performance et donc d'amélioration de la rentabilité financière de chaque ligne. Et donc au fur et à mesure, en fait, ça me convenait de moins en moins. Et notamment quand j'observais qu'on acceptait que le gaspillage alimentaire fasse juste partie du processus de production traditionnel d'une chaîne alimentaire. Et donc j'ai commencé à creuser un peu plus le sujet. Je me suis rendu compte que... est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'alimentation sur toute l'alimentation produite dans le monde, quel est le pourcentage qu'on jette sur 100% d'alimentation? Ouais, une réponse. Ouais, une partie énorme de la production mondiale d'alimentation qu'on jette. Effectivement, aujourd'hui, la FAO dit qu'on jette à peu près 40% de l'alimentation qu'on produit sur la planète. Donc ça, c'est juste totalement hallucinant. Dans un contexte de crise climatique, le gaspillage alimentaire, ça représente à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre.
Donc, si c'était un pays, ce serait le troisième plus gros pollueur après la Chine et les États-Unis. Et on considère qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui se couchent en ayant faim tous les soirs. Et nous, on jette 40% de ce qu'on produit. Et d'un point de vue économique, c'est 1,3 trilliard de dollars qu'on jette à la poubelle chaque année. Donc, d'un point de vue écologique, économique et social, ça n'a aucun sens de continuer à jeter 40%. En plus de l'absurdité que c'est, juste, on le comprend de manière très évidente, ça n'a aucun sens de jeter toute cette nourriture. Euh, donc moi, en fait, quand j'ai découvert ça, déjà, j'étais totalement choquée. Un, de me dire que c'était un chiffre vérifié. Donc, en fait, on accepte de jeter 40% de ce qu'on produit et en plus, on en parlait à peine à l'époque. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais pas envie de continuer à mettre toute mon énergie et mon temps au service d'un système alimentaire que je ne comprenais pas et qui ne faisait pas de sens. Pour moi, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment un symptôme de la maladie de notre système alimentaire, de la façon dont il est géré actuellement. Et donc, c'est là que je me suis dit, si je continue chez Nestlé, quelque part, j'accepte, je cautionne en fait ce système. Et oui, je m'étais dit, mais si j'arrive à changer de 1% une boîte comme Nestlé, l'impact que j'aurai il pourrait être énorme. Et finalement, je me suis très vite dit, en fait, là, je suis au tout début, je suis au bas de la pyramide. Et donc, pour changer quelque chose dans une boîte de cette taille, il va falloir monter très vite les échelons. Je suis bien positionnée parce qu'en graduate programme, on est un peu les leaders de demain et donc on est positionné pour gravir les échelons vite. Mais je me suis aussi posé la question de est-ce que je vais garder mon ouverture d'esprit et est-ce que je vais continuer à vouloir challenger autant en restant si longtemps dans une entreprise comme Nestlé. Donc je me suis dit que c'était plutôt le moment de prendre mes jambes à mon cou et de me dire il faut que il faut que j'aille construire une boîte en fait qui est beaucoup plus alignée avec mes valeurs. Et je m'étais un peu dit, à ce moment-là, j'avais 22 ans. Et je me suis dit, bon, j'ai 2 masters, dont un diplôme de centrale. J'ai pas d'enfants, pas de prêt. Je peux retourner vivre chez mes parents si besoin. Donc, en fait, j'ai le privilège de pouvoir quitter mon travail et me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais redoublé. Donc, quelque part, si même moi, je le fais pas et que je m'octroie pas un an pour faire un projet qui me tient vraiment à cœur, je sais pas qui pourra le faire. Et donc, c'est grâce à ça, en fait, que je me suis dit, je prends pas grand risque à me dire je me donne un an pour construire l'idée que j'ai en tête et essayer de me lancer dedans. Et en me disant qu'en plus, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment, quand on crée sa boîte, finalement, il n'y a pas vraiment d'échec, puisque en fait, soit on réussit, et du coup, c'est une aventure absolument incroyable de se lancer dans sa propre aventure, de devenir chef d'entreprise, etc. Soit on échoue, entre guillemets, et en fait, on a vécu une aventure si riche qu'aujourd'hui, on peut la revendre sur un CV sans problème et que c'est vraiment valorisé. Donc ça m'a permis de me lancer. Et donc, effectivement, je me suis lancée dans la très belle aventure de Too Good To Go. En fait, l'idée, c'était de me dire comment est-ce qu'on permet à n'importe qui de lutter contre le gaspillage alimentaire pour vraiment inspirer les gens sur ce sujet et les engager à lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est devenu la mission de Too Good To Go, c'est d'inspirer et d'engager tout le monde dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, l'idée, c'était de donner une action très concrète pour que chacun puisse participer. Et vous savez, on parle souvent du mouvement colibri, où l'idée c'est que chacun fasse sa part et qu'en fait, quand chacun met sa pierre à l'édifice, bah, finalement, on construit un très grand édifice, un très grand édifice très très vite. Et donc, c'était un peu l'idée de Too Good To Go. En fait, on connecte un commerçant de quartier qui a des invendus en fin de journée, un consommateur comme vous et moi qui passons dans les environs, et on se dit, bah, si on connecte les gens au bon moment, au bon endroit, on peut leur permettre ensemble d'agir contre le gaspillage alimentaire. Et ça, en fait, moi, je l'ai imaginé en passant à côté d'une boulangerie qui était en train de jeter des produits. Je me suis dit, mais c'est trop bête, moi, je serais ravie de récupérer ces produits et de les partager avec les gens autour de moi. Et en fait, l'idée de se dire comment est-ce qu'on reproduit cette expérience de moi qui rachète quelques produits à une boulangère qui m'en donne en fait 3 fois plus parce qu'elle est contente de ne pas les jeter à la poubelle, mais dans toutes les boulangeries de France, puis toutes les épiceries, les primeurs, plus tard les supermarchés, aujourd'hui même les industriels. Et en fait, c'est le fait de répliquer ça à grande échelle, ça fait qu'aujourd'hui, on sauve plus de 4 repas par seconde dans 17 pays du monde, qu'on a pu créer une entreprise dont le modèle économique est parfaitement aligné avec nos enjeux écologiques, puisque le modèle économique de Too Good To Go, quand vous payez à peu près 4 euros sur l'application, on prélève environ 1 euro pour Too Good To Go et on reverse le reste aux commerçants. Donc on a un modèle gagnant-gagnant-gagnant où le commerçant ne jette plus ses produits et récupère une petite somme. Le consommateur paye un prix très réduit pour ce panier qui est rempli de produits qui sont encore toujours bons à être mangés. Et nous, on crée une entreprise très vertueuse
puisque effectivement, tout le monde est content d'avoir réduit le gaspillage alimentaire et on crée même de la valeur économique. Ça nous a permis aujourd'hui de créer 1400 emplois. Donc, il y a 1400 collaborateurs aujourd'hui qui travaillent au quotidien pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans 17 pays du monde parce qu'on a eu l'envie très rapidement en fait, de se déployer dans le monde entier et mes cofondateurs n'étaient pas français. Donc, ça nous a permis dès le début d'avoir un ADN très international et effectivement d'avoir une unique étoile polaire qui est le nombre de repas sauvés. C'est notre mesure de performance unique qui est combien de repas on chauffe chaque jour, chaque mois. Là, on a passé la barre des 300 millions de repas sauvés. Donc, moi, je me rappelle encore quand je les comptais un par un et que le jour où on a atteint les 100 repas dans une journée, on a fait la danse au bureau. C'était absolument incroyable comme milestone. Aujourd'hui, on en sauve plus de 70 000 par jour en France et environ 250 000 dans les 17 pays de Togo. Donc, c'est une super belle aventure, c'est hyper intense. Et je pense que ce qu'on prouve avec Togo Togo aujourd'hui, c'est à la fois que on peut tous faire notre part dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi qu'on peut créer des entreprises à but sociétal, c'est-à-dire qui se créent autour d'une mission en se disant, mon but unique et vraiment sincèrement, c'était de réduire le gaspillage alimentaire. J'ai utilisé l'entreprise et un modèle économique comme un véhicule à impact que je considère être le plus puissant du monde finalement parce qu'on joue dans les règles du modèle capitaliste. Et donc en fait, une fois qu'on a aligné ces enjeux écologiques à ces enjeux économiques, en fait, on a une autoroute pour se développer à toute allure. Et ça, en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de montrer que ce modèle d'alignement des intérêts économiques, écologiques et sociaux, on peut le déployer à tous les secteurs. Et je pense que Togo, effectivement, aujourd'hui, souvent, on a des écoles qui nous écrivent en disant qu'ils l'utilisent comme un cas d'école, justement, pour se dire comment est-ce que, on peut repenser notre modèle d'entreprise comme un modèle bénéfique pour la société. Et moi, j'avais vraiment à cœur d'arrêter un peu le côté les associations font du bien et les entreprises font de l'argent. Et ensuite, elles se rachètent en faisant des fondations et en faisant de la RSE. Non, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la crise climatique est tellement partout et un sujet absolument urgent qu'il faut qu'au cœur de nos entreprises, on ait des modèles économiques qui soient alignés avec nos enjeux écologiques. Et donc, c'est ce qu'on fait avec Togo Togo, mais c'est ce qu'on retrouve dans tous les modèles d'économie circulaire aussi, qui transforment les déchets en ressources et donc qui créent de la valeur économique. Euh, donc, je peux vous en dire un peu plus sur Togo Togo peut-être, ou je ne sais pas si vous voulez que je parle davantage des débuts. Euh, enfin, ouais, je suis contente de prendre la genèse du projet. On peut en parler. Oui, Euh, oui, oui, vas-y, Lucie, oui. euh, Ton parcours et la jeunesse est importante et après l'entreprise. Oui, bien sûr. Donc effectivement, donc moi quand je me suis lancée, j'avais mal écouté en cours de code, donc j'étais très mauvaise en code. Si vous avez l'opportunité d'apprendre le code, je vous recommande. Moi, je regrette tellement de ne pas avoir pris plus de temps là-dessus à l'école. Mais quand j'habitais encore sur le parking de Nestlé, j'ai commencé à apprendre. Donc, je suis allée sur le site du zéro et j'ai essayé d'apprendre à coder moi-même l'application que j'avais en tête, qui était assez claire dans ma tête, parce que c'était une idée toute simple. Et donc, je voulais juste me lancer. Et souvent, en fait, quand on démarre un projet, ce qui est hyper important, c'est d'aller la confronter au réel très vite. Et donc, moi, j'avais besoin d'aller parler aux commerçants et de taper à la porte et de leur dire qu'est-ce que vous feriez si vous aviez accès à cette application. Donc, j'ai essayé de coder moi-même. Je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas être là que j'allais apporter le plus de valeur ajoutée. Et donc, au contraire, je me suis dit que j'allais aller trouver des cofondateurs qui savaient coder. Et en fait, en parlant de mon idée à un maximum de gens, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient en train de faire la même chose que moi. Donc, au début, je me suis dit, oh non, j'ai déjà des concurrents, mince, ils sont peut-être plus avancés que moi, comment je vais faire? Et en fait, je me suis dit, bah non, c'est plutôt parfait. S'il y a des gens qui sont en train de faire comme moi et qu'on a tous autant envie de réduire le gaspillage alimentaire, autant le faire les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres. Et donc, je les ai tout simplement, en fait, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés et je leur ai parlé de ce que j'avais en tête. Effectivement, c'était assez similaire. Eux, ils l'avaient plutôt pensé sur les buffets à volonté parce qu'ils étaient danois et qu'il y a beaucoup de buffets à volonté au Danemark. Moi, je l'avais forcément mon modèle français de boulangerie. Mm.
Et donc, en fait, on s'est dit, mais construisons un produit qui peut convenir à tout type de commerçant. Et ça, en fait, ça nous a rendus tous les deux, tous, en fait, plus forts, puisqu'on a construit un modèle qui, dès le début, était apte à travailler avec tout type de commerçant. Moi, j'étais allée à une conférence qui m'avait pas mal fait tilt, qui s'appelait Collaboration is the new competition. Et cette idée de se dire qu'en fait, sur les sujets d'impact et sur les sujets sociétaux, quand on a vraiment à cœur de faire évoluer les choses, en fait, tous ceux qui font comme nous sont plutôt nos alliés que nos ennemis. Et je pense que sur le sujet climatique, il faut vraiment penser comme ça. C'est le sujet sur lequel, en fait, on est tous dans la même équipe, Mm. parce qu'on est tous habitants de la même planète Terre. Et donc, en fait, on a intérêt à s'aider les uns les autres plutôt que se passer du temps à se battre. Et nous, on a toujours dit chez Too Good To Go, notre seul concurrent, sincèrement, c'est la poubelle parce que c'est toute la nourriture qui ne va pas être mangée et qui va partir à la poubelle. Donc, en fait, on s'est rencontrés du coup autour du projet. Et moi, à l'époque, j'habitais en Scandinavie parce qu'après avoir quitté Nestlé, je suis partie m'installer en Norvège, tout simplement parce que mon copain habitait là-bas. Et je pense que c'est là aussi où il faut se laisser porter parfois un peu et pas trop se poser de questions. C'était Steve Jobs qui parlait aux étudiants de Stanford en leur disant qu'il avait toujours suivi sa passion et que c'était que par la suite en fait, qu'il avait pu reconnecter les points qu'il avait menés jusque là où il en était arrivé. Mais qu'en fait, si on essaie trop de se prendre la tête et de se mettre la pression en disant non, mais moi, comme je vais arriver là, il faut que je fasse ça, plus que je fasse ça, plus que je fasse ça. Et moi, je m'étais rendu compte que je m'étais pas mal mis dans ce schéma en prépa où je m'étais dit, bon, bah, je fais 2 ans de prépa pour après avoir l'école, mais comme ça, une fois que je serai à l'école, je serai contente. Et après, je m'étais dit, bon, bah, je fais l'école pour pouvoir avoir le graduate programme de Nestlé. Comme ça, après, je pourrais faire ça. Et en fait, je me suis dit que c'était quand même plus... En fait, on évolue tellement et le contexte aussi on évolue tellement, les besoins et ce qui nous passionne évolue tellement et aussi nos enjeux de vie personnelle qu'on a plutôt vocation, je pense, à se laisser porter par là où on a vraiment envie d'être. Parce qu'en général, quand on suit sa passion, on est bon, on est heureux. Donc c'est assez gagnant-gagnant. Et donc, effectivement, moi, je me suis retrouvée en Norvège un peu par hasard, quelque part. Et finalement, c'est là-bas que j'ai rencontré mes cofondateurs, qu'on a démarré le projet. Donc moi, les premiers pitchs de Too Good To Go, c'est dans un Norvégien un peu chaotique que je les ai faits. J'ai même lancé une ville qui est au-delà du cercle polaire. Donc c'était un vrai challenge. Mais du coup, finalement, quand j'ai décidé de rentrer en France pour lancer le projet ici aussi, tout m'a semblé beaucoup plus simple parce que je connaissais les commerçants, je savais comment convaincre en français aussi. Et donc, et en plus, ça a permis au projet d'être international dès le premier jour. Et le gaspillage alimentaire étant un sujet international, c'était très important pour nous d'avoir une ambition internationale dès le début, d'avoir une planète sans gaspillage alimentaire et donc d'ancrer vraiment le projet dans les différents pays. Donc, et donc après, une fois qu'on a rencontré ses cofondateurs, bah, il y en avait un qui était développeur. Et donc lui, il fallait l'embêter le moins possible, le laisser coder toute la journée et ne faire que ça. Et nous, en fait, on est allé très vite avec un site internet WordPress. On est allé tester le produit et on est allé taper en fait à la porte des différents commerçants en les convainquant que ça allait marcher et que ça faisait pas partie de leur métier de jeter, contrairement à ce qu'ils disaient. Il y en avait beaucoup qui disaient, ça fait 20 ans que je fais ce métier, en fait, c'est impossible. Les associations, elles vont pas passer récupérer mes 3 sandwichs, mes 2 pains au chocolat et mes 2 pâtisseries en plein centre-ville à 20 heures. Donc, en fait, et puis moi, je les ai emmenés 2 fois, 3 fois, 4 fois au foyer du coin. Mais en fait, le soir, quand je ferme mes boutiques, j'ai envie de rentrer chez moi aussi. Et donc, en fait, j'ai juste accepté que ça faisait partie de mon métier de jeter. Et Lille, c'est une des premières villes que j'ai lancées, forcément, parce que je la connaissais par cœur, puisque c'était la ville de mes études. Et Lille, c'est juste la ville parfaite pour Too Good To Go, parce que c'est la bonne taille, c'est hyper dense aussi en commerce, qu'il y a énormément d'étudiants et que c'était forcément les premiers à qui j'ai pensé en créant le produit. Et donc, c'était vraiment ça. C'était comment est-ce qu'on va à la rencontre des clients et que moi, je me suis nourrie pendant 3 ans avec Too Good To Go en ne mangeant que ça parce que du coup, j'avais plus de salaire et que forcément, j'étais trop contente à chaque fois que je signais un super commerçant de pouvoir aller récupérer les invendus. Et ce qui était assez génial aussi avec Too Good To Go, c'est qu'on créait vraiment une relation. Moi, j'avais jamais fait de commercial. Et en fait, là, en allant convaincre les commerçants, bah, je me retrouvais dans la peau d'un commercial. Mais c'était pas du commercial, en fait, puisque c'était convaincre quelqu'un de quelque chose dont on est convaincu. Et donc, finalement, c'était beaucoup plus simple. Il s'agissait juste d'aller à la rencontre des gens et de les convaincre de ce qui, moi, me passionnait et me semblait une évidence. Donc, on a démarré avec un WordPress. Tout était hyper manuel. Tous les soirs, à minuit, on avait un grand Excel où on se divisait la liste et on remettait les paniers en ligne à la main. Et pour ceux qui ont utilisé Too Good To Go il y a longtemps, mais c'est peut-être pas le cas sur le call, mais il y a 8 ans, en fait, quand on a démarré, tous les paniers se remettaient en ligne à minuit parce qu'on le faisait à la main.
Et en fait, le problème, c'est que du coup, les gens qui l'utilisaient beaucoup savaient que ça se remettait à minuit. Et donc, tous les jours, à minuit une, on avait un pic un pic de commandes, ce qui nous faisait sauter tous les serveurs à chaque fois parce que c'était pas du tout dimensionné pour. Donc, c'était vraiment toutes les erreurs de débutants. Aujourd'hui, tips, c'est que les paniers se remettent en ligne pour le lendemain 15 minutes après l'heure de collecte. Donc, si l'heure de collecte est entre 20h et 20h30, à 20h45, vous avez les paniers mis en ligne pour le lendemain, ce qui nous a permis d'étaler beaucoup plus les commandes et la remise en ligne des paniers. Mais ça, on a mis à peu près 3 4 ans à avoir cette super idée. Avant ça, on a eu beaucoup de problèmes à minuit. Et donc, c'est une super heure pour avoir ces serveurs qui pètent parce que forcément, on a tous autre chose à faire à cette heure-là. Mais voilà, pas mal d'erreurs de débutants. Et puis surtout au début, les premières fois où on lance l'appli, dès qu'on a de la presse, c'est-à-dire un journal qui parle de nous, qu'on a un petit passage télé ou des choses comme ça dont on ne sait même pas d'où ils viennent et comment ils entendent parler de nous parce qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'un communiqué de presse à l'époque. En fait, on découvre qu'on est passé à la télé parce qu'il n'y a plus d'appli, quoi. L'appli est pété, le site est pété, c'est une catastrophe. Et du coup, tous les gens téléchargent l'application mais n'arrivent pas à la télécharger. Et donc, ils disent trop nul, 1 étoile sur l'App Store. Et en fait, la note sur l'App Store de Too Good To Go pendant les 3 premières années, c'est 2,3 ou vraiment un truc complètement nul, quoi. Et il y a à la fois les gens qui n'arrivent pas à la télécharger parce qu'on n'est pas prêt niveau techno, et il y a à la fois les gens qui téléchargent. D'ailleurs, au début, on l'avait ouverte dans le monde entier, elle était téléchargeable dans le monde entier. Donc, il y avait des gens au Japon qui téléchargeaient Too Good To Go et qui disaient trop nul, il n'y a rien à côté de chez moi. Donc ça, pareil, on a dû comprendre que c'était mieux d'ouvrir l'appli que dans certains pays, plutôt que par défaut l'ouvrir dans tous. Et même en France, forcément, donc on a lancé Lille et Paris en premier, puis Bordeaux, Nantes, Toulouse, Marseille, etc. Mais donc on lançait vraiment ville par ville, on allait sur place, on passait une semaine et on faisait une city attack, comme on l'appelait, où on allait tous taper à la porte, on se séparait la carte et on allait essayer de convaincre un maximum de commerçants jusqu'à ce qu'on en ait une cinquantaine et qu'on dise officiellement on lance la ville. Mais avant ça, effectivement, il y avait plein de gens qui téléchargeaient l'appli et qui disaient c'est trop nul, il n'y a rien à côté de chez moi. Donc, euh, donc, tout ça pour dire que il faut surtout pas attendre que le produit soit parfait avant de se confronter à la réalité, avant de le proposer à des premiers utilisateurs. En fait, ces premiers utilisateurs, ça va vraiment être ceux qui vont vous pardonner parce qu'ils vous connaissent personnellement. Moi, je me rappelle la première fois qu'il y a un panier Too Good To Go qui a été commandé par quelqu'un que je ne connaissais pas et que personne de l'équipe ne connaissait. On s'est tous regardés, on dit, mais c'est qui cette personne, etc. Et en fait, ça, c'est hyper utile au début parce que vous avez ce qu'on appelle ces early adopters qui vont en fait vous pardonner le fait que ce soit pas parfait parce que ils adorent la vision, ils adorent le produit. Et c'est vrai que nous, on a lancé dans beaucoup de villes en France parce qu'il y a des étudiants, notamment bénévoles, qui nous ont dit c'est trop bien, j'aimerais trop que ça soit dans la ville. Est-ce que je peux t'aider le samedi après-midi ou le mercredi parce que j'ai pas cours? Et en fait, je leur disais, mais oui, bien sûr, je leur faisais envoyer 50 flyers et ça y est, ils étaient partis et ils allaient démarcher les commerçants qu'ils adoraient autour de chez eux. Donc en fait, toute cette partie très artisanale du début, déjà, elle est géniale à vivre. C'est vraiment un moment hyper particulier qui est assez magique parce que c'est des rencontres et des gens qui se retrouvent dans les valeurs du projet. Et même si on sait que ça ne tient pas sur le long terme, il faut surtout pas rater cette partie qui permet vraiment de passer de l'idée à la réalité. Et ensuite, quand on passe une fois que c'est réel et qu'il se passe vraiment des choses et qu'on arrive à ces fameux 100 paniers par jour sauvés, bah là, on peut passer à se poser la question de comment est-ce qu'on arrête de construire un château de cartes et qu'on construit un château un peu plus solide avec des vraies fondations, avec par exemple un département légal, un département data, un département finance. Mais je pense que si on le fait trop tôt, on s'en sort pas en fait. Et au contraire, on se laisse complètement apeuré par la taille de la montagne à gravir et qu'on n'y va pas. Et c'est vrai que moi, quand j'ai démarré Too Good To Go, je me suis dit, on sera jamais plus que 11 parce que je vois pas ce qu'il y aurait à faire d'autre. Donc finalement, 1 400 salariés plus tard, on se dit que j'ai bien fait de pas trop me poser de questions au début. Mais donc voilà, enfin, en fait, chaque période de la boîte est vraiment totalement différente et il faut, en tant qu'entrepreneur, sans cesse se réinventer et accepter en fait de changer de rôle en permanence en fonction de là où le projet a besoin de nous. Et c'est vrai qu'on passe d'entrepreneur à chef d'entreprise, enfin d'entrepreneur à manager, puis à leader, puis à chef d'entreprise. Puis on se retrouve à recruter des gens qui sont bien meilleurs que nous et à les laisser prendre de la place dans le projet. Et tout ça, c'est ouais, c'est très enrichissant personnellement aussi.
Mais on a sans cesse le syndrome de l'imposteur du début jusqu'à la fin, je pense. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est logique de l'avoir presque, mais il faut pas se laisser arrêter par ça en tout cas. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions sur la jeunesse du projet? Sinon, il y a Je crois qu'il y en a eu une avant. Jean-Pierre, tu l'as noté peut-être? il y avait la croissance en flèche Oui, de... Pardon. oui, la croissance en flèche de Togo et garder en ligne de mire ses vertus, pas trop compliqué avec l'entrée d'investisseurs pour qui les repas sauvés ne sont pas le nerf de la guerre. Alors, plusieurs réponses à cette question. Déjà, on a mis du temps avant d'accepter des investisseurs. En fait, au début, on a accepté que des business angels. Donc, c'est vraiment des investisseurs privés, donc des gens comme vous et moi, mais avec beaucoup, beaucoup plus d'argent, qui acceptent de suivre le projet et qui mettent de l'argent sans dans une réflexion de reporting ou de choses comme ça. C'est plus ce qu'on appelle du love money, c'est ils nous font confiance, ils aiment bien l'idée et donc ils donnent un peu de sous pour nous aider à démarrer. Ça, on a réussi à tenir avec ça pendant 4 ans chez Too Good To Go. Donc c'est assez inédit parce que la plupart du temps, on a besoin de lever de l'argent assez rapidement. Nous, comme on avait un modèle économique solide dès le début, on a réussi à avoir jusqu'à 780 salariés juste avec de l'investissement privé. Est arrivé mars 2020, Covid, tous les commerces ferment et donc on perd 70% de notre chiffre d'affaires en 2 semaines. À l'époque, on avait l'habitude de plutôt faire 20% de croissance mensuelle et donc faire 70% de chute de chiffre d'affaires jusqu'à nouvel ordre. C'est assez compliqué quand déjà on ne sait faire que gérer de l'hypercroissance et des succès et de plus en plus de salariés, etc. C'était vraiment ce qu'on avait appris à faire depuis 4 ans et qu'en plus, on n'a aucune idée de quand ça va se terminer cette période. Euh, et que par ailleurs, j'avais un pied dans l'avion pour partir lancer les États-Unis à ce moment-là, qui devait se lancer le 15 mars 2020. Donc c'était une combinaison assez intéressante de choses, mais il a fallu gérer cette crise. Et donc là, on s'est dit, bon, on va avoir besoin de ces fameux VC, donc les ventures capitalistes, qui pour le coup apportent beaucoup d'argent, mais effectivement, là, sont beaucoup plus dans une réflexion de retour sur investissement. Et là, la chance qu'on a eue encore une fois avec Too Good To Go, c'est que, en fait, il se trouve que dans le cas de Too Good To Go, les repas sauvés restent le nerf de la guerre pour la simple raison que les repas sauvés sont parfaitement alignés avec le chiffre d'affaires de Too Good To Go. Je vous disais qu'on génère à peu près 1 euro de chiffre d'affaires par repas sauvé. Et donc, en fait, les investisseurs, on leur a dit notre KPI, notre Key Performance Indicator, c'est le nombre de repas sauvés. Mais c'était aussi notre chiffre d'affaires et ça l'est toujours. Et donc, quelque part, c'est là où ce que j'expliquais au début de cette importance, quand on pense son modèle économique, de l'aligner avec ses enjeux sociétaux. Derrière, tout est aligné et en fait, les investisseurs au quotidien, ils me poussent à sauver plus de repas. Et donc, c'est ça qui est assez génial dans le modèle et que je vous encourage vraiment à penser votre modèle économique en profondeur et avec cette idée en tête si vous lancez un projet d'entreprise. Donc finalement, nous, notre relation avec les investisseurs s'est super bien passée. D'une part, parce que on a eu l'opportunité de les laisser venir à nous et de se focaliser complètement sur le projet. Et ensuite, il a juste fallu faire le tri entre les investisseurs. Et donc, on a pu choisir des investisseurs qui étaient très alignés avec notre projet aussi. Et ensuite, parce que eux, leur seul intérêt, c'était de nous assurer qu'on puisse sauver encore davantage de repas et donc générer plus de chiffre d'affaires. Mais moi, il a fallu que je m'en tienne à me dire, c'est le nombre de repas sauvés et donc le chiffre d'affaires, plutôt que le chiffre d'affaires et donc le nombre de repas sauvés. Et ça, c'est aussi avoir une vraie relation de contre-pouvoir, entre guillemets, avec ses investisseurs, mais de garder, de rester à la tête du projet en tant qu'entrepreneur. Je peux Il y a une peut-être lire la question de Mathieu, il y a une question de Mathieu sur l'ordre dans lequel les choses se sont faites au départ, et en particulier sur les cofondateurs. Mathieu comprend que le premier cofondateur a été plutôt un développeur. Est-ce que c'était la bonne façon de démarrer ou est-ce qu'il aurait d'abord fallu faire une première levée de fonds et ensuite embaucher un développeur? Je pense que tout est possible, clairement. Là, par exemple, je relance un nouveau projet et je suis plutôt en train de recruter un développeur et un product designer. Parce qu'on est déjà 4 cofondateurs autour de la table, donc il y a déjà beaucoup de vision stratégique. Aucun d'entre nous n'est en mesure d'être très bon pour coder le produit et pour le designer. Donc on recrute et on se dit qu'un 5e cofondateur, ce serait peut-être trop.
parce que c'est bien d'avoir des strategic minds, mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui font concrètement. Donc là, on est plutôt en train de chercher un premier salarié, aussi parce qu'on a des moyens pour rémunérer ce premier salarié après une première aventure entrepreneuriale. Au début, moi, j'aurais été effectivement incapable de payer un premier salarié, puisque même moi, je ne pouvais pas me rémunérer. Et donc, c'était une évidence qu'il fallait que ce soit un cofondateur. En plus, quand même, quand le produit est une partie tellement importante de l'entreprise, c'est quand même assez essentiel d'avoir dans le skill set des cofondateurs une vraie expertise de développement. Même si par la suite, on recrute aussi un développeur, mais c'est vrai que quand le CTO est cofondateur aussi et vraiment pense le projet à l'origine, c'est un vrai avantage. Donc je pense pas que c'est nécessaire, mais c'est sûr que si ça peut être le cas, c'est vraiment bénéfique parce qu'avec un WordPress, en vrai, on va pas très loin. On a une expérience qui est de toute façon moins bien que celle qu'on a envie d'avoir. Et donc même si les early adopters dont je parlais tout à l'heure peuvent accepter beaucoup de choses, on leur propose pas la même expérience et donc finalement on teste pas le produit de la même manière. Et moi ce que je recommande c'est vraiment d'avoir un WordPress et en parallèle d'avoir ce premier cofondateur ou premier salarié si vous pouvez le rémunérer et que vous pouvez le trouver quelqu'un de très bon qui accepte d'être premier salarié et pas cofondateur. Mais dans l'idéal, il faut faire les deux en parallèle. Tester son produit avec un MVP, donc le Minimum Viable Product qu'on fait en WordPress ou en Wix, et avoir un cofondateur qui code. Après, moi, une autre chose que je recommande vraiment, c'est que quand on lance un projet, moi je dis souvent, il faut pas radiner avec son capital. En fait, avoir une grosse part d'un tout petit gâteau, ça sert pas à grand-chose. Par contre, accepter de partager le gâteau en beaucoup de petites parts pour lui permettre de grandir et d'avoir toutes les compétences nécessaires au projet, ça, moi, c'est vraiment ma recommandation. Ça sert à rien de garder 100% ou 50% d'une boîte si vous vous entourez pas des bonnes personnes et que vous n'avez pas les bonnes personnes autour de la table. Donc, assurez-vous juste que quand vous choisissez vos cofondateurs, ils partagent vos valeurs. Franchement, monter une boîte, c'est avant tout une histoire de valeurs. Et ça va être comme un mariage. Donc, il faut être là pour le meilleur et pour le pire. Et pour ça, c'est est-ce qu'on se retrouve sur le why du projet, le pourquoi on fait le projet, est-ce qu'il est aligné? S'il y en a un qui est là pour réduire le gaspillage alimentaire et l'autre pour maximiser son retour financier, vous allez avoir du mal à vous entendre et à faire les mêmes choix. Par contre, si vous avez la même mission, là, ça sera plus facile. Et pareil, très très tôt, moi, j'ai posé la vision du projet, donc une planète sans gaspillage alimentaire, la mission du projet, inspirer et engager tout le monde dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, et les valeurs du projet, qui étaient vraiment sur quoi on se retrouvait. Et ça, je pense que c'est essentiel avant de s'associer, de vraiment poser mission, vision et valeurs. Est-ce que tu peux commenter justement comment ça s'organise en termes de management maintenant? Tous les cofondateurs sont encore là et Ouais. quelle est la répartition des rôles? Alors, c'est une bonne question. En fait, donc nous, on s'est lancé sur plusieurs marchés. Donc, il y avait 4 cofondateurs au Danemark, une en Norvège. Moi, j'étais seule en France et 2 en Angleterre. Donc, on était beaucoup, mais on était répartis sur nos marchés locaux, en fait. Et donc, ça nous a pas mal aidé. Finalement, au bout d'un an, quand on a vu que la traction prenait vraiment et que en fait, il fallait qu'on construise, qu'on passe du château de cartes au véritable château. À ce moment-là, on a réuni en fait tous les pays dans une entreprise qu'on a appelée Togo International et on a demandé à un de nos premiers business angels, donc de ces investisseurs, de venir nous aider à construire une maison plus robuste, justement, et donc de construire un département financier, un département légal, un département data, etc. Et à ce moment-là, quand on a commencé à faire venir plus de seniors dans l'entreprise, la plupart de mes cofondateurs sont partis. Eux, ils ont du mal à retrouver leur place, en fait, et à se dire quelle est... Enfin, en fait, je pense que le syndrome de l'imposteur a pris trop de place, quasiment, et qu'ils se sont dit, mais comment est-ce que moi, je continue à apporter de la valeur ajoutée quand il y a des gens qui ont 25 ans d'expérience, qui ont déjà monté des boîtes, qui viennent prendre autant de place et avoir un avis? Parce que quand on recrute des seniors, c'est aussi pour les laisser prendre de la place et prendre des décisions que nous, en fait, cofondateurs, même si on a l'impression qu'on connaît les choses par cœur, en fait, on va pas être en mesure de prendre. Et c'est vrai que moi, je pense que peut-être que parce que je suis une femme, peut-être parce que j'étais jeune, mais j'ai eu toute cette humilité, en fait, de laisser les autres prendre des décisions aussi. Et je me suis vraiment posé la question de quel est mon rôle. Et pour moi, mon rôle, c'était de montrer la direction. C'était de dire dans quelle
dans quelle direction on devait aller. Et c'était vraiment de mettre l'ADN de Too Good To Go dans les valeurs, dans les veines de tous ceux qui rentraient dans l'équipe. Et par contre, j'étais pas là pour leur dire si on allait prendre cet outil de data ou non, si c'était important d'avoir une cookie policy dès le début ou pas. Je les ai laissés en fait décider dans leur cercle d'expertise. Et moi, j'étais très intéressée par comment est-ce qu'on décentralise la prise de décision. Dans une entreprise qui se développe vite, si toi, en tant que fondateur, tu gardes toutes les décisions qui doivent toutes passer par ton bureau, alors que tu n'as même pas de bureau à l'époque, tu as du mal à avancer et tu deviens le facteur limitant de ta propre entreprise. Et ça, moi, c'était ma peur bleue. En fait, je voulais pas être celle qui ralentit l'entreprise. Et donc, effectivement, très vite, on a défini des rôles et responsabilités très clairs. Et c'est là que mes cofondateurs se sont pas vraiment retrouvés. Euh, il y en a qu'un seul qui est resté finalement avec moi. Lui, il a vraiment pris toute la partie évangélisation. C'était un des cofondateurs anglais. Donc, il avait aussi vraiment cette possibilité d'aller faire des conférences dans tous les pays, etc., et de prendre beaucoup de place dans la presse. Et moi, effectivement, moi, je suis restée directrice générale de la France, qui était notre plus gros marché, donc qui était aussi notre labo où, en fait, on atteignait les paliers de croissance le plus vite. Et donc, j'avais un peu cette responsabilité aussi d'apporter ces bonnes pratiques dans tous les autres pays. Et ensuite, naturellement, j'ai repris le développement international de tous les pays. Et donc, on a lancé 15 pays en Europe. Donc moi, j'étais à peu près 3 jours en France, 2 jours dans le pays qu'on était en train de lancer, à recruter les équipes locales et leur donner le fameux playbook d'expansion qui avait vocation à s'améliorer à chaque fois qu'on lançait un nouveau pays. Et donc, leur mettre un peu ce playbook dans les mains et leur dire, maintenant, c'est ton pays, lance-le. Et donc, moi, j'étais à la fois donc, DG France avec mon équipe de management France, mais j'étais aussi la manager des DG de tous les autres pays. Donc, ça faisait en fait beaucoup de choses et puis je me retrouvais vraiment à manager des gens qui étaient bien plus seniors que moi, bien plus pertinents. Et donc, j'ai forcément été dans un management beaucoup plus horizontal de coaching et de ping-pong que de management descendant. Et en fait, en faisant ça, j'ai permis à tous les gens que j'ai recrutés de prendre beaucoup de place dans l'entreprise. Et donc, eux, ils se sentaient aussi vraiment pleinement porteurs du projet et ça leur permettait de se mettre vraiment à 200% dans le projet. Donc, ça a été assez bénéfique. Et puis quand j'ai dû partir aux États-Unis, du coup, pour lancer les États-Unis, parce que là, en fait, l'enjeu était trop grand et puis on était en plein Covid. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne moi-même le poste de DG. Donc à ce moment-là, j'ai recruté une DG pour la France. On a recruté un CEO pour l'Europe qui a repris le management de tous les managers pays européens. Et moi, je suis partie aux États-Unis pour lancer les États-Unis et le Canada avec deux des premiers salariés européens. Et donc là, ça a été une aventure encore plus incroyable, je dirais, parce qu'aux États-Unis, tout est plus intense, tout est plus rapide, tout est plus cher. C'est assez, moi je dis tout, enfin, c'est vraiment la cour des grands en termes d'entrepreneuriat. Et donc ça a été absolument passionnant et tout aussi épuisant aussi, puisqu'on a recruté 150 personnes en 9 mois sur 4 bureaux entre la côte Est, la côte Ouest, Chicago, le Texas. Donc c'était assez fou et j'étais contente de rentrer en Europe au bout de 2 ans. Et aujourd'hui, l'aventure continue aux États-Unis. J'ai recruté un DG là-bas en partant. Et donc, aujourd'hui, on est dans 17 pays. Et là, on vient d'annoncer le lancement de l'Australie pour cette année. Donc, on ne s'arrête pas. Donc là, on rejoint la question de Thomas tout à l'heure, qui se termine par pas eu peur et il parlait des partenaires. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, toi, tu n'as pas eu peur, tu es resté, quelques-uns ont eu peur, sont partis. Hum, Je sais pas si c'est de la peur. Moi, c'est vrai que je me dis toujours, au pire, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand il a s'agit de me lancer dans Too Good To Go, en fait, je me disais, au pire, dans un an, je recherche du boulot. Et comme j'ai le diplôme de centrale, et vraiment, ça a beaucoup aidé sur mon CV, en fait, je retrouvais du travail. Donc, j'étais pas plus inquiète que ça. Et donc, je me suis dit, voilà, je me lance et on verra bien ce qui se passe, sans penser trop loin. Et puis, effectivement, moi, je me suis toujours dit avec Too Good To Go, le jour où je me trouverais plus pertinente, où je trouverais que je ralentis l'entreprise, je réinventerai mon rôle autrement. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de l'entreprise. J'ai changé de rôle à peu près une fois tous les 3 mois, mais c'était absolument génial. Et moi, j'adore apprendre. Et je pense que c'est beaucoup ce qu'on apprend à Centrale aussi. Ça m'a beaucoup servi de moi, je me suis jamais sentie experte de rien, mais j'ai senti que j'avais la base nécessaire pour parler avec tous les experts. Et en fait, au lieu de prendre le rôle, enfin, dans un orchestre, il y a des instrumentistes géniaux. Et en fait, moi, mon rôle, c'était plutôt le rôle d'un chef d'orchestre qui était de faire jouer tous les instrumentistes parce que je comprenais un peu
de toutes leurs expertises sans prétendre être experts. Mais par contre, grâce à moi, tout le monde jouait en harmonie et c'était ça, ça a été ça en fait qui a permis à l'entreprise de se développer. Et moi, c'était vraiment pour ça que j'avais choisi Centrale aussi, c'était que j'avais vraiment envie d'être ingénieur plus généraliste, c'est-à-dire d'être capable de parler à tout type d'ingénieur, mais d'être plutôt sur un rôle de chef de projet, entre guillemets, que d'un expert particulier. Et, euh, et donc, non, je pense que j'ai, effectivement, à aucun moment j'ai eu peur. J'ai plus eu une espèce d'adrénaline absolument incroyable qui m'a permis de tenir et de travailler autant que j'ai pu travailler. Beau message pour ceux qui pensent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Dans un tout autre domaine, Pauline pose une question sur les aspects réglementaires et sanitaires. Ouais. J'avais Euh, baissé le verre si vous avez pu me voir. ah voilà, ça va mieux parce que c'est vrai que Ouais. on commençait Je plus trop à voir. disparaissais petit à petit. Ouais. Oui. Donc, Euh, Pauline pose une question sur les aspects réglementaires et sanitaires, parce qu'on est sur des produits alimentaires, donc ouais. ça a son importance. Est-ce que ça Ouais. a posé des questions, des problèmes? Alors, non, parce que quand on récupère un produit Too Good To Go, on le récupère en fait un produit qui aurait été vendu à prix plein 10 minutes avant. Donc, on est vraiment sur. Et comme on est dans la transaction, c'est-à-dire qu'il y a quand même un prix qui est payé sur l'application, on n'est pas dans du don, on est exactement dans le même registre légal que l'achat classique en boutique. Et comme en fait, vous réservez sur l'application un panier, mais vous passez le chercher en magasin. Et donc, nous, ce qu'on avait expliqué dans nos conditions générales d'utilisation, c'est que la transaction se fait au moment de la récupération du panier. Et donc, on est dans les mêmes conditions que de l'achat classique. Mais par contre, c'est sûr que quand vous innovez et que quand vous lancez un nouveau produit, notamment les pouvoirs publics et tout ce qui est réglementaire, n'aiment pas trop ça. Et donc, moi, j'avais eu, dès le début de Too Go, la DGCCRF, qui est la Direction générale de protection des consommateurs, qui m'avait appelé en me disant qu'est-ce que vous faites là? Vous vendez des paniers surprises de produits alimentaires, vous n'avez absolument pas le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas vendre des produits sans expliquer la liste détaillée des ingrédients, etc. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment au courant de rien du tout là-dessus. Et donc, il m'avait dit, arrêtez votre service ou alors assurez-vous que le commerçant explique exactement ce qu'il a. Et ça, moi, je savais que c'était impossible parce que le commerçant, il avait besoin d'une solution qui soit aussi simple que de jeter. Et donc, s'il devait commencer à faire un inventaire, il n'y aurait aucun commerçant qui le ferait. Et donc, je me rappelle très bien, j'étais au bureau, c'était au tout début de Too Good To Go. On avait des bureaux prêtés par la ville de Paris et on avait 7 volontaires qui m'aidaient. Et j'ai tout simplement raccroché et je me suis dit, OK, il faut qu'on grossisse le plus vite possible pour qu'après, ils ne puissent plus nous arrêter et qu'au contraire, ils réorganisent la réglementation autour de nous parce que sinon, je ne vais pas commencer à m'attaquer à changer la loi, en fait. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé quand même parce que ils m'ont rappelé 2 ans plus tard, la DGCCRF, et ils étaient dans une... Beaucoup, Tout avait déjà bien grossi, on avait eu plein de passages médiatiques, tout le monde nous adorait, entre guillemets, dans l'idée de on faisait de mal à personne, on faisait que du bien. Et donc à ce moment-là, au lieu d'être dans d'une perspective de nous arrêter, c'est dans une perspective de OK, comment est-ce qu'on vous aide à vous conformer à la loi et à devenir compliant? Et en fait, la discussion était tout autre. Et donc là, c'est là où effectivement, il faut un peu oser et se dire, en fait, au pire, qu'est-ce qui se passe? Ben, au pire, je continue et ils viennent m'arrêter. Mais voilà, je vais pas finir en prison et je devrais juste arrêter mon service. Mais de toute façon, c'est soit j'arrête mon service maintenant, soit j'arrête la prochaine fois qu'ils viennent toquer à ma porte. Donc autant continuer. Et donc effectivement, à ce moment-là, j'ai rien dit à l'équipe et j'ai juste oublié ce coup de fil jusqu'à ce qu'ils me rappellent 2 ans plus tard. Et voilà. Gonflé mais efficace. Dans les autres pays, ça s'est passé de la même manière ou non, c'est Un peu, ouais. purement français? Ouais. Un peu dans quasiment toutes les. Enfin, voilà, il y a pas mal de vides juridiques hein, de toute façon quand on innove. Donc après, c'est comment est-ce que nous, on a repensé nos conditions générales d'utilisation pour dire qu'effectivement, l'acte d'achat avait lieu en magasin et non pas au moment de la commande. Et donc, du coup, ça voulait aussi dire que on peut annuler son panier Too Good To Go jusqu'au dernier moment. Alors que nous, ça nous arrangeait pas parce que voilà, tous ceux qui venaient pas. Donc, on s'est juste dit, on va pas le créer sur tous les toits qu'on peut annuler son panier jusqu'au dernier moment pour s'assurer que les gens viennent le récupérer. Mais dans les conditions générales d'utilisation, il y aura marqué, vous pouvez annuler vos paniers jusqu'au dernier moment, puisque l'achat n'est concrétisé qu'au moment de la récupération. Donc voilà, on a travaillé en fait avec la réglementation pour s'adapter. Mais c'est vrai on avait changé de relation où il venait plus en mode police, bah là, il venait plus en mode ami, comment est-ce qu'on s'assure qu'on vous aide, quoi. Super.
Cédric revient sur la concurrence. Est-ce qu'il y a eu des actions de protection de l'idée, de protection du modèle, voire des actions de propriété intellectuelle? Alors, en fait, l'idée de Too Good To Go, elle est hyper simple. Il y a tellement de gens qui m'ont écrit en me disant, ah, mais j'ai eu la même idée, machin, parce qu'en fait, connecter les gens au bon moment, au bon endroit, quand même pas trop de sujets de propriété intellectuelle, on va pas se le cacher. Moi, j'ai pas fait 3 ans de R&D, etc. Et qu'en plus, moi, je crois pertinemment qu'une idée, c'est fait pour être partagée, en fait. Et souvent, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui lancent leur projet et qui veulent surtout pas partager leur idée parce qu'ils ont peur qu'on leur vole, etc. En fait, une idée, ça vaut pas grand-chose. Ce qui vaut quelque chose, c'est son implémentation et c'est sa concrétisation dans le monde réel. Donc, encore une fois, l'idée de Too Good To Go, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui l'ont eu. Nous, ce qui a changé la donne, c'est qu'on l'a fait, en fait, et qu'on est allé confronter aux commerçants, aux utilisateurs pour faire que ça devienne réalité. Donc moi, je vous incite plutôt au contraire, si vous avez une idée, partagez-la au plus de monde possible. Vous vous rendrez compte qu'il n'y aura pas autant de gens qui auront la passion nécessaire, il n'y aura pas beaucoup de gens qui auront la passion nécessaire pour vous voler l'idée et aller le faire en cachette, etc. Que s'ils sont aussi passionnés par l'idée que vous, bah, c'est peut-être vos futurs cofondateurs et que ça vaut le coup, en fait, que c'est peut-être comme ça que vous les trouverez. Et que surtout, en partageant votre idée et à la confrontant à d'autres, vous allez la faire évoluer, vous allez la renforcer, vous allez comprendre ce qui plaît dans votre discours, ce qui ne plaît pas. Et c'est comme ça vraiment que vous allez forger votre pitch et que vous allez forger votre idée. Et moi, typiquement, l'idée du panier surprise, elle est vraiment venue en parlant avec des commerçants qui m'ont dit, moi, à aucun moment, je vais avoir le temps de remplir un inventaire, de dire, ah, il me reste 3 croissants et 2 pains au chocolat aujourd'hui. Et sans ça, en fait, j'aurais jamais eu une idée qui tenait la route pour toutes les parties prenantes. Et donc, finalement, elle aurait rien valu, mon idée. Donc, vraiment, enfin, plutôt que d'essayer de la protéger, votre idée, essayez de la partager au maximum. Pour moi, c'est comme ça que se créent les meilleurs projets. C'est avec le collectif et avec le partage. Et de fait, d'autres se sont lancés sur la même idée ou Too Good To Go est tout seul sur le marché, entre guillemets? Ben, on est presque trop tout seul, je dirais. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on lance un nouveau pays, nous, on aimerait bien qu'il y ait déjà un acteur qui ait assez évangélisé le marché, qui ait parlé de gaspillage alimentaire, etc. Et souvent, il n'y a pas grand monde. On se demande pas mal pourquoi. Il y a quelques acteurs qui ont quand même aussi, qui sont quand même emparés du sujet. En France, il y en a un autre qui s'appelle Phoenix, qui était plutôt organisé sur la récupération des produits par les associations et donc toute cette logistique qu'il fallait organiser. En 2019, ils ont lancé la même application que Too Good To Go, mais ça reste je vais dire anecdotique, c'est peut-être un peu pas très sympa, mais c'est tout petit en fait par rapport à l'ampleur qu'a pris Too Good To Go. Et je pense que nous, on est vraiment resté très focalisé en fait sur cette application pendant au moins 6 ans. C'est que depuis 2 ans qu'on innove avec d'autres ajouts à l'application. Et que, par contre, on s'est vraiment emparé de tout le sujet réglementation sur le gaspillage alimentaire. On a beaucoup travaillé sur le sujet des dates de consommation pour bien faire la différence entre une date à consommer jusqu'au et une date à consommer de préférence avant le. Où là, on a vraiment fédéré tout un écosystème de distributeurs, d'industriels pour dire comment est-ce qu'on s'empare de ce sujet ensemble et qu'ensuite on va rentrer dans la réglementation avec le ministère de la Transition écologique, avec le ministère de l'Agriculture de l'agriculture. Et donc, on est vraiment devenu leader sur notre sujet qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et je pense que ça nous a fait gagner en crédibilité pour tous les acteurs de la société. Et donc, on arrive à des chiffres comme 15 millions de Français qui ont l'application, qui est effectivement, du coup, ça en fait une des applis les plus téléchargées en France et même dans le monde. On est à plus de 85 millions de téléchargements. Ça, il y a très peu d'applications qui arrivent à ce niveau d'utilisateurs. Et je pense que ça, on l'a fait en restant très focalisé sur uniquement le gaspillage alimentaire et en venant s'emparer du sujet sur toute la société, en fait. Les utilisateurs, les entreprises, mais aussi les écoles. On a créé un programme qui s'appelle Mon école anti-gaspi pour permettre aux professeurs des écoles de parler de lutte anti-gaspi. On a travaillé avec les pouvoirs publics beaucoup. Donc moi, je passe beaucoup de temps à l'Assemblée nationale à essayer de réfléchir aussi à l'évolution de la réglementation autour de ce sujet. Et je pense que c'est, encore une fois, cet entrepreneuriat sociétal qui permet de s'emparer du sujet de manière générale et de ne pas s'arrêter à être juste une application et un modèle économique. Une question perso de Damien, c'est quoi la suite du parcours pour toi? Et en particulier, est-ce que tu aurais envie de retourner dans une grosse industrie alimentaire pour t'attaquer aux problèmes au sein de l'entreprise?
Bah alors, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de retourner au sein d'une entreprise pour les aider. J'ai vraiment la chance, en fait, et c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que tout va super vite. Moi, au bout de 4 ans, je me suis retrouvée au comité de transition alimentaire de Carrefour à être en contact direct avec Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, pour le conseiller sur cette stratégie de transition. Donc, pour moi, c'était juste waouh, cet impact que je voulais avoir en montant les échelons petit à petit de Nestlé. Là, je me suis retrouvée propulsée directement à l'échelon des CEO. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est très bien vu, entre guillemets. En plus, quand on est une femme, c'est encore plus reconnu. Et donc, moi, en fait, aujourd'hui, je suis en contact direct, effectivement, avec tous les PDG de l'agroalimentaire. Jamais j'aurais pu arriver à ce niveau de conversation en passant par un parcours plus classique. Après, moi, j'ai aussi, effectivement, j'ai passé là, les 8 dernières années de ma vie super focus sur le gaspillage alimentaire. Mais je pense que mon esprit entrepreneur, et notamment ce que j'étais venue à chercher à Centrale, c'était vachement enfin, d'être capable de toucher à plusieurs sujets. Et donc, j'ai aussi vraiment ça en moi de me dire comment est-ce que je peux faire d'autres choses. Et donc, à mon retour des États-Unis, en fait, je me suis sortie de l'organigramme opérationnel de Too Good To Go en me disant, il y a 1400 salariés maintenant, je pense qu'on a quand même de moins en moins besoin de moi au quotidien. Donc, je reste très impliquée sur les sujets d'affaires publiques et les sujets stratégiques au niveau global. Mais aujourd'hui, j'essaie de me répartir mon temps sur d'autres projets aussi. Donc là, aujourd'hui, je suis sur 5 projets en parallèle, dont Too Good To Go, mais ça n'est plus que un des 5 projets. Et c'est pour ça que je travaille avec Violaine aussi, qui en fait, en équipe de deux, on arrive vraiment à pouvoir couvrir plusieurs sujets, majoritairement sur le sujet climatique. Donc typiquement, là, je monte un fonds d'investissement pour investir dans des startups du climat. Donc ça me permet d'appréhender aussi l'outil finance pour investir justement dans des solutions qui vont aider le climat. J'ai travaillé beaucoup sur une initiative qui s'appelle C'est qui le patron pour aider les agriculteurs aussi et les rémunérer au juste prix. Ça, c'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Et c'est qui le patron a une approche très collective. Et moi, je suis toujours assez embarquée par l'idée de si chacun fait sa part, on arrive à avoir des changements d'ampleur. Et ensuite, un autre projet, c'est une Climate House. Donc, c'est une maison du climat qu'on va lancer avec 50 entrepreneurs à Paris en se disant il faut rassembler un écosystème très varié qui travaille sur le climat. Il y a des scientifiques qui bossent sur le climat, il y a toutes les grandes entreprises, il y a des entrepreneurs, il y a des artistes, il y a des journalistes. Comment est-ce qu'on crée une maison qui réunit en fait cet écosystème pour leur permettre de se rencontrer et de construire ensemble des projets très concrets sur le climat. Alors, je rebondis avec la deuxième question de Grégory, mais comment allier la vie professionnelle et la vie personnelle dans tout ce que tu décris, et là, c'est ce que tu viens d'ouvrir, ouvre encore un champ d'action considérable. Ouais, bah, c'est un combat permanent, hein, je dois te dire, c'est pas simple. Je dirais que pendant les 5 premières années de Too Go, même peut-être pendant les 6, 7 premières années, j'ai vraiment organisé ma vie personnelle autour de ma vie professionnelle en me disant, en fait, s'il y a besoin d'aller vivre en France, bah, je vis en France et je m'assure que mon copain vienne en France avec moi. S'il y a besoin d'être 3 jours en dehors enfin, dans les autres pays, bah, je le fais. Et c'est vrai que j'ai organisé notamment toute ma vie sociale autour de ça. Et très vite, en fait, on se retrouve un peu dans une prison dorée. C'est-à-dire que c'est une aventure absolument incroyable, mais qui prend toute la place. Et en fait, de Lucie Bage, je suis devenue Lucie de Too Good To Go. Et quelque part, je n'existais plus en dehors de l'image que mon écosystème avait de moi. Ce qui était forcément, ce qui est une partie de moi, mais qui n'est pas toute la personne que je suis. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, en fait, je me suis dit que ça prenait trop de place et qu'il fallait aussi que je me recentre sur qui j'étais moi dans mon entièreté et que maintenant j'étais en mesure d'organiser plutôt ma vie pro autour de ma vie perso et non plus l'inverse. Et je pense que si on fait pas attention, on se retrouve dans une espèce de course au toujours plus où en fait effectivement le projet prend toute la place et en fait un projet comme ça peut prendre toute une vie. Et on peut se retourner des années plus tard en se disant, ben, à part mon projet qui est absolument extraordinaire, mais qu'est-ce que j'ai créé d'autre? Qu'est-ce que j'ai construit d'autre pour moi? Et je pense que c'est vraiment des questions importantes à se poser, qu'au début d'un projet, il faut s'y donner à 200% et que c'est génial et qu'on est trop content de s'y donner à 200%, mais qu'au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et donc, en revenant des États-Unis, j'ai réorganisé un peu ma vie. Et curieusement, le fait d'être à, à, à mi-temps sur 5 projets, bah, ça laisse plus de place à la vie personnelle que d'être à 200% sur un projet. Tout simplement parce que personne ne nous attend à plein temps.
Et donc, finalement, si on veut prendre une après-midi pour passer du temps en famille, bah, on peut le faire parce que personne ne sait où on est en fait au moment où on est là ou pas là. Donc ça, moi, en fait, j'ai rétabli un équilibre en prenant plus de projets, curieusement. Je vais regrouper deux questions, une de Grégory et une de Tristan. Grégory qui demande comment identifier les personnes qui vont manager les nouveaux pays. Et dans un autre domaine, mais c'est une question similaire, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour identifier, trouver des cofondateurs pour quelqu'un qui voudrait lancer une start-up? Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est les valeurs avant tout. Nous, on avait vraiment, chez Too Good To Go, quand on recrutait des managers de pays, enfin, là c'est un peu particulier pour l'Australie, mais c'est vraiment, ça commence par des valeurs, en fait. C'est comment est-ce qu'on va tester qu'il y a un match de valeurs, qu'on veut les mêmes choses, qu'on travaille de la même manière. Ça, c'est vraiment il faut pas se dire, oui, mais il a peut-être pas trop les mêmes valeurs que moi, mais il est hyper bon. Ça, nous, à chaque fois qu'on a fait ce pari, on s'est trompé. Donc, les valeurs avant tout. Et ensuite, effectivement, voir à quel point la personne se projette dans le job. Moi, je leur dis toujours, comment est-ce que tu imagines ton quotidien? À ton avis, qu'est-ce qui fait que c'est le bon prochain projet pour toi? Le recrutement, c'est toujours du gagnant-gagnant. Il faut que la personne puisse vraiment apporter à l'entreprise, mais aussi qu'elle en retire quelque chose pour elle. Et si il y a un déséquilibre, il finira par se sentir. Donc, c'est vraiment, moi, quand je fais un entretien, je m'assure, enfin, l'idée, c'est vraiment d'être sûr que la personne va trouver ce qu'elle vient chercher aussi. Donc, je pense que voilà, un mix de valeurs et de gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'avoir les bonnes compétences pour apporter au projet, mais aussi qu'est-ce que la personne va retirer et est-ce que c'est vraiment la bonne prochaine étape pour elle, ça me paraît hyper important. Et pour les cofondateurs, pareil. Pareil, exactement pareil. Question de Frédéric. Quels sont les paris technologiques, marketing ou humains que tu as fait et qui ont été ultra payants pour Too Good To Go? Et à l'inverse, quels sont ceux qui ont été terriblement infructueux? Hmm. Euh, alors, dans les paris qu'on a fait, il y a eu plein de choses. Les paris humains, franchement, dès qu'on s'est dit non, mais ces valeurs vont évoluer, ça n'a pas marché. En général, on dit souvent en recrutement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Même si c'est décevant et qu'il faut recommencer à zéro parce que ça ne va pas le faire avec cette personne, moi, je recommande toujours de le faire. Ça, c'est important. On a fait un petit pari, c'est qu'à un moment, on avait tous à cœur de lancer un magasin Too Good To Go, où il y aurait plein de produits, justement, qui sortiraient des usines, qui ne seraient pas bons à être mis dans les magasins, qui pourraient être justement mis dans un magasin Too Good To Go. Et on en est vite revenu parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas notre métier, que gérer un magasin avec des stocks, avec quelqu'un qui gère le magasin au quotidien, c'était très très compliqué, que ça manquait de passage à l'échelle, alors que nous, on est très animés par comment est-ce qu'on fait grandir l'impact. Au final, l'impact était limité, alors que l'effort était énorme. Et donc, en fait, on a appris vraiment à travailler avec cette matrix de effort-impact, et qu'on va toujours chercher ce qui rapporte le plus d'impact et ce qui coûte le moins d'efforts possible. Et de la même manière, on va aussi toujours chercher ce qui est à la croisée de nos enjeux économiques et sociétaux. Donc en fait, des projets qui coûtent très cher pour lutter contre le gaspillage alimentaire, on peut en faire un peu, mais ça a une certaine limite. Des projets qui augmentent notre rentabilité financière, mais qui n'apportent pas trop d'impact, c'est sympa, mais c'est pas passionnant et on se sent un peu décorrélé de ce pourquoi on existe. Donc en permanence, on va essayer de trouver les enjeux qui alignent les deux. Et c'est vrai que c'est la beauté du gaspillage alimentaire, c'est que plus on réduit le gaspillage alimentaire, plus on crée de la valeur économique. Et donc on arrive à en trouver plein, en fait, des paris qui allient les deux. Voilà. Mais finalement, l'entrepreneuriat, peut-être pour conclure, mais c'est une histoire de test and learn en permanence. C'est-à-dire que on essaye et quand on rate, en fait, on se dit, bon, bah super, on sait qu'on va pas aller dans cette route, donc on va aller dans cette route. Et souvent, on dit que la différence entre l'entrepreneur et le chef d'entreprise, c'est que l'entrepreneur, son but, c'est d'ouvrir le plus de portes possible pour maximiser les opportunités. Et en fait, sur les 10 portes que vous aurez ouvertes, il y en aura peut-être 9 qui ne marcheront pas, mais vous en aurez trouvé une qui aura marché. Et là, vous rentrerez dans cette pièce et vous ouvrirez 10 portes supplémentaires. Et donc, c'est en permanence tirer la bobine de fil qui va vous permettre de continuer à suivre votre étoile polaire. C'est pour ça que l'étoile polaire, il faut très bien la choisir. Le chef d'entreprise, il a un métier un peu différent, c'est que lui, il doit minimiser le risque. Il doit s'assurer qu'il
il choisit la bonne, il prend la bonne décision à chaque fois. Et donc, c'est une vitesse différente, c'est un métier différent. Et il faut bien jauger au début, pour ceux qui ont envie de se lancer dans une entreprise, c'est vraiment, soyez bien entrepreneur, soyez pas chef d'entreprise, c'est-à-dire tester un maximum de trucs. Et en fait, si vous n'avez pas d'échecs, c'est peut-être que vous testez pas assez de choses, que vous innovez pas assez. Donc, n'hésitez pas à avoir des échecs, vous apprendrez énormément grâce à eux. Et si vous avez acheté des chèques, peut-être qu'un jour vous deviendrez plutôt chef d'entreprise où là il faudra minimiser le risque. Mais ce sera encore une toute autre histoire et vous avez le temps d'y arriver normalement. Et puis l'idée c'est toujours de rester un peu les deux, même quand l'entreprise se développe, pour rester innovant et dans une vraie dynamique entrepreneuriale de solutions. Lucie, je crois que le temps passe et je comprends d'après ce que nous dit Violaine que tu as aussi Ouais, je suis d'autres désolée, choses je dans vois la pas, foulée ouais. derrière. Euh, Exactement. c'est dommage parce que le sujet, le débat est passionnant. Il y a encore quelques questions. Désolé Thomas, mais Non, on bah, n'a on peut pas en trop prendre le une temps. dernière hein, si vous voulez. Allez, la dernière de Tomek. Est-ce que tu as vécu des chocs culturels sur les lancements dans les différents pays, au niveau de la manière de travailler ou au niveau de l'accueil des clients, des consommateurs? Ouais, alors forcément, en se lançant dans 17 pays en 7 ans, on a eu beaucoup de... Peut-être pas des chocs culturels, mais moi j'ai trouvé ça passionnant en fait, de travailler avec des Portugais et des Suisses et des Danois et des Espagnols en même temps et d'avoir un call ou même quand on avait nos global meet-up avec tous les general managers de tous les pays, c'était absolument passionnant en fait de se dire, déjà, tout le monde est un cliché de son propre pays, c'est quand même assez drôle. Et effectivement, on a même en Europe, on a des différences culturelles qui sont énormes, qui soit en fait représentent des points de blocage et des frustrations, soit en fait, et ça faisait partie justement, ça fait partie justement de la culture d'entreprise chez Too Good To Go, c'est en fait c'est une richesse énorme d'avoir cette diversité et de co-construire des projets avec la dynamique du sud de la Méditerranée, du nord, même de construire une culture d'entreprise qui va à la fois s'inspirer des modèles nordiques et des modèles sudistes. C'est passionnant. Rien que les journées de travail, en fait, à 17 heures dans un bureau danois ou norvégien, il n'y a plus personne. Et si quelqu'un reste après 17 heures, c'est qu'il ne s'occupe pas de sa famille. Donc, c'est mal vu. Par contre, avoir quelqu'un, s'assurer que le bureau français est rempli à 10 heures, franchement, rien que ça, c'est un challenge. Donc, rien que pour les meetings, c'est assez rigolo. Et puis après, quand on est parti aux États-Unis et au Canada, là, c'est encore une autre dimension. Bon, déjà, il y a les fuseaux horaires et c'est vraiment difficile. Quand il y a 9 heures de décalage entre San Francisco et Paris, d'avoir ne serait-ce qu'une heure en commun où on peut réunir toutes les équipes. Et ça, on le fait quand même une fois par mois. Donc là, si je vous explique qu'on rajoute l'Australie, je vous laisse imaginer la complexité. Mais en plus, notamment le rapport à son travail aux États-Unis n'a absolument rien à voir. Et moi, pour avoir été employeur dans tous les pays d'Europe, enfin les 15 pays d'Europe, quand je suis arrivée et que je me suis retrouvée directrice générale aux US, c'est vraiment très compliqué. En fait, ils ont tellement pas de modèle social construit qu'ils sont toujours dans un... Ils doivent se protéger eux-mêmes. Et ils doivent en fait en permanence monter les échelles en termes de titres, en termes de rémunération. Et donc, c'est à la fois, il y a une ambition incroyable, ce qui permet d'aller très vite et d'avoir des gens qui sont à fond dans leur job. Et en même temps, il y a très peu de loyauté, même pour une boîte où il y a autant de missions et d'émotions au centre des choses. Moi, j'ai eu beaucoup de salariés qui m'ont dit le mercredi, ben, vendredi, je m'en vais. Et alors que c'est des gens avec qui j'avais des vraies relations, avec qui avaient une vraie conscience professionnelle, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir là-bas. C'est en fait, on m'a proposé 10 000 euros de plus ou un plus gros titre dans une autre boîte, même si c'est une boîte qui me donne beaucoup moins envie. Je me dois vis-à-vis de ma famille et de moi-même de prendre cette prochaine opportunité. Donc, c'est vrai que construire une culture d'entreprise qui est équivalente dans tous les pays du monde. En fait, moi, j'ai essayé de le faire au début. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut avoir des fondamentaux et ensuite s'adapter à la culture locale de chaque pays. Je pense que c'est la seule façon de satisfaire tout le monde et d'en faire une richesse plutôt qu'une difficulté. Voilà, voilà, Merci j'espère beaucoup, que ça répond à Lucie. ta question. Et ben, merci à vous. Merci beaucoup. Tu as plein de messages de remerciements des uns des autres. Laurence, tu nous fais un petit mot de conclusion ou Geneviève? Vas-y, Laurence.
Bah merci beaucoup à Lucie. Tout le monde, que ce soit dans les petits messages, quels que soient les canaux, remercie chaleureusement Lucie pour tous ses conseils, pour tous ses partages. D'ailleurs, il y a plein de gens qui seraient ravis que tu puisses venir faire une conférence in real life à l'école. Bah, si je Euh, pense à lui, avec grand plaisir. et donc voilà, donc surtout que ça tombe dans ton oreille, celle de Violaine, voilà, lors de ton prochain passage à Lille, on sera tous ravis d'organiser ça. Trop bien. Super. Surtout qu'en plus, visiblement, il y a plein de nouveaux projets qui démarrent, donc il y aura plein de nouvelles choses à raconter. Merci à tous de vous être joints à nous. Merci à Geneviève qui a eu tous les meilleurs étudiants de l'école durant ces années, donc c'est formidable. Et on se retrouvera le mois prochain pour un prochain TAP à une date qui n'est pas encore déterminée sur un sujet qu'on n'a pas encore choisi, mais dans très peu de temps, vous saurez tout et on sera ravis de vous accueillir. Voilà. Merci à tous. Eh ben, Merci merci à tous. Lucie. Merci beaucoup, Un grand Geneviève. plaisir de te Merci. retrouver. Ouais, moi pareil. Geneviève a Félicitations. beaucoup de très bons souvenirs sur le très long terme. Donc, je le recommande pour tous ceux qui n'ont pas eu le plaisir encore de travailler avec elle. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée Voilà. à tous. Au Et je revoir vous rappelle que Lucie. l'enregistrement sera mis à disposition. Tout à fait. Super. Bonne, Merci beaucoup. bonne soirée, au Bonne On revoir. le soirée. Au revoir. partagera. Au Merci. revoir.